Bonjour et bienvenue au collège Irandat. Si vous souhaitez écouter la suite en français, tapez 1. Egunon eta ongi etorri Irandatzeko kolegioan. Nahi bazu segitu euskaraz, sakatu bi. Hola y bienvenidos al colegio Irandat. Si quieres seguir en español, marca 3. Hendaye, ville plurilingue et transfrontalière. Où sommes-nous ? À Hendaye, au Pays Basque, entre Océan et Bidasoa, à l'extrême sud-ouest de la carte de France. Une ville à cheval sur la rivière franco-espagnole qui fait frontière. Une grande baie, Tchingoudi, où fluent et refluent les marées. Une plage de plusieurs kilomètres entre embouchures du cours d'eau et rochers des deux jumeaux. Hendaye fait partie du consortio Tchingoudi interfrontalier qui comprend les villes de Hendaye, Irún, Fontarrabia, en plein Pays Basque dans la province du Labourd. Autant dire une ville carrefour à la fois enracinée et ouverte aux quatre vents du monde. Je travaille à l'université de Saint-Étienne et j'ai été invitée par le personnel du collège d'Irandat à Hendaye à intervenir pour travailler sur le plurilinguisme du collège. C'est mon travail de faire des recherches partout où des langues se rencontrent dans le monde. Et donc j'ai accepté volontiers. Ma collègue Valéria Villa-Pires m'a rejointe et nous avons travaillé toutes les deux pendant un peu plus de 2 ans à Hendaye. Notre objectif a été de rendre la communauté du collège le plus harmonieuse possible, entre autres grâce à ces langues. Et nous voulions pour cela donner une large place à toutes les langues, donc à tous leurs locuteurs bien sûr, que ce soit des langues à voir que nous avons affichées dans le collège, des langues à entendre dans les interstices des cours, de la cour de récréation, des entretiens, de la cantine, etc. Et langues à enseigner bien sûr, puisqu'il fallait ne pas oublier qu'un collège est un endroit où on apprend. Comment utiliser toutes ces langues ? Comment faire pour qu'elles soient partenaires et non concurrentes ? Comment transformer en richesse ce qui peut apparaître à certains comme un obstacle ? Comment aller vers une culture commune vivante où chaque culture particulière aurait sa place ? Quand je suis arrivée, c'est vrai que on a l'impression, on entend tout de suite la particularité du lieu, parce qu'on entend parler plusieurs langues tout le temps. C'est vrai qu'au début c'est bizarre, et plus ça va, maintenant je ne fais plus du tout attention. Si l'on se promène dans les rues ou sur la plage, on y entend du français mêlé à l'espagnol du nord, au basque des provinces nord et sud, aux langues de passage portées par les migrants ou voyageurs du monde entier. Ceux qui vont s'installer, ceux qui ne font que passer. C'est un joyeux mélange riche d'accents divers qui berce dès l'enfance celles et ceux qui sont nés ici, qui se lient dans les murs, les devantures des magasins, les entrées des maisons et qui s'entendent dans les médias et tous les spectacles vivants. D'où viennent les élèves ? Ici, il s'agit du collège Irandat, du nom d'un lieu dit d'origine paysanne dans le centre-ville de Hendaye. Dans un contexte territorial très particulier, où l'aspect frontalier est très important. Il faut savoir qu'ici, on a quasiment autant d'élèves hispanophones que d'élèves francophones. On a une autre spécificité, on est dans un territoire qui accueille une importante population migrante. Si vous voulez, au collège, on a à la fois des élèves hispanophones qui sont dans le cycle ordinaire de l'école française. On a aussi des élèves nouvellement arrivants allophones qui apprennent la langue française, dont on a un dispositif spécifique pour les migrants. La population hendayaise est constituée dans une large mesure d'une population espagnole qui s'est installée sur le territoire hendayais, certainement pour des raisons économiques. Et donc nous scolarisons un grand nombre d'élèves de ces familles, issus de ces familles. Alors c'est pas uniquement ces populations hispanophones, nous avons aussi des populations venues d'Afrique, du Maghreb et d'Amérique du Sud. Le collège compte 640 élèves, et donc pour plus de la moitié sont hispanophones. Encore une fois, c'est pas l'unique langue qui est utilisée, mais dans sa très grande majorité. En arrivant ici avec le principal, on a fait un peu une analyse de la situation, et on s'est très vite rendu compte que la langue était vraiment un marqueur identitaire ici.
que ce soit pour l'identité basque, l'identité espagnole, l'identité française. Mais ce qui était vraiment très flagrant dans la situation andaïaise, c'est que finalement c'est le plurilinguisme qui était un marqueur identitaire. Je trouve pas normal que la frontière soit fermée. Merci. On peut passer sur l'autre. Il y a juste un pont, mais... Merci. Bonne journée. Mira si puedes. Estás puede venir de viaje con nosotros. ¿Tienes hermana o si no? Hermano. Mierda. Igual te gusta la hermana. La madre que la parió. Hasta luego. Mira. Esto se sabe. Bueno. Vale. Vamos para casita. Bye. Vale, pasa. Vale, que sabe verá. Isquilla, caracolillos, hay de todo. Somos rape. Sapo. Je suis né à Zaragoza. Saragosse, c'est une grande ville d'Espagne. Donc j'ai commencé à entendre le basque assez tard, on va dire. Mes parents nous ont emmenés à Vitoria. On a habité Vitoria quand j'avais 5-6 ans. Et donc, Vitoria, c'est la capitale du Pays Basque. C'est là où il y a le Parlement. Voilà, dans le collège, j'ai commencé à l'étudier. Au lycée, et puis après, je suis parti. Je suis resté en fait à étudier la philologie anglaise à la faculté de Vitoria. La musique et les langues sont un peu l'objet de mes études. Pour moi, déjà, c'était une évidence. C'était une envie aussi. C'est que j'ai pratiqué le plurilinguisme dans ma famille depuis longtemps. Et donc, quand on me l'a proposé, je me suis aperçue en fait que déjà je l'utilisais pas mal dans ma classe, puisque voilà, j'avais souvent recours donc évidemment à l'anglais, au français et à l'espagnol, quelquefois des mots de basque. Et pour moi, c'était vraiment une évidence et un plaisir de pouvoir sans trop culpabiliser, pouvoir faire des transferts entre les langues avec les élèves. Okay, can someone say zumo de naranja in Spanish? Yes? Zumo. Okay, so you put the tongue between the teeth, well, next to the teeth. In English, it's the same, nearly the same. Martha. Jonathan. Jonathan. Okay, in Spanish, Jonathan is wine. Put on my hand. Yasmin. Jonathan. Okay, and French? Jonathan. Parce que j'ai toujours vécu avec 3 langues. Je suis née, baignée dans 3 langues. Et c'est comme ça que je vois mes élèves bilingues, puisque la plupart parlent également l'espagnol. Parce qu'ils sont de l'autre côté, ou parce que ils vivent avec des gens qui sont de l'autre côté depuis tout petit, ils entendent l'espagnol depuis tout petit. Donc même les élèves français, mais qui sont dans le bilingue, apprennent l'espagnol aussi bien que vous et moi. J'ai commencé ici par enseigner la science physique uniquement en français et ensuite je l'ai enseigné en basque. Donc des situations de plurilinguisme en classe, j'étais déjà confrontée puisque j'ai des élèves qui parlaient le français, l'espagnol, le basque, mais qui étaient aussi d'origine par exemple ou arabe, qui parlaient l'arabe et donc qui possédaient le basque. Donc le plurilinguisme, des langues qui plus que se côtoyer, qui interfèrent, qui cohabitent, je connais. Travailler dans 2 langues en sciences, on s'aperçoit des difficultés dans l'une ou dans l'autre des 2 langues. Voilà, et l'éclairage des autres collègues de discipline linguistique, par exemple, m'ont apporté. Il se trouve que je suis bilingue. Et ça m'a toujours beaucoup servi pour toutes les familles, parce qu'on a beaucoup de familles d'Espagne, mais aussi beaucoup de familles latines qui n'ont pas de compréhension du français, et sans cela, je pense que ce serait quelque chose de compliqué. Nous, c'est plus une facilité, parce que s'ils ont un problème, ils vont plus facilement l'expliquer dans leur langue maternelle. Donc du coup, ils savent vers qui aller s'ils veulent expliquer quelque chose en basque ou en espagnol, plutôt qu'en français. Comme les parents, quand ils appellent, on a aussi un rôle de traduction. Quand les familles elles viennent sur site pour n'importe quel papier à faire ou pour n'importe quelle convocation, on est aussi là en traduction tout le temps.
en fait. Oui, pour la facilité, parce que c'est vrai que les parents souvent nous demandent si on parle espagnol. Et du coup, si on n'a pas... Nous, on va automatiquement donner à nos collègues, mais c'est vrai que s'ils ne sont pas là, on se rend compte qu'on arrive très facilement à comprendre le sujet de l'appel. C'est que les parents sont moins francophones que les gamins, quand même. Oui. Les gamins, ils ont quand même... à l'école, ils entendent le français tous les jours. On a quand même des parents qui ne... Enfin, pourtant, ils ont leurs gamins en daille depuis des années, qui ne parlent pas français, quoi. Et quand on est obligé de traduire... des fois, toutes les conversations, quoi. Ils ont vraiment aucune notion pour certains. Donc c'est vrai que dans ma fonction d'infirmière, j'utilise beaucoup l'espagnol, ne serait-ce que pour que les enfants et les familles comprennent correctement ce qui est demandé. Et de temps en temps aussi au sein du collège, je peux être appelée à faire de la traduction, parfois ou écrite ou orale, ou tout simplement être là pour traduire un entretien. Mais bien sûr, c'est facilitant parce que sans ce bilinguisme, il y a plein de choses qui pourraient ne pas être comprises parce que par rapport au bilinguisme, il y a deux choses. Il y a la langue, mais il y a aussi la compréhension des coutumes, de tout ce qui est éducatif, tout ce qui est social. Partant de cette situation plurilingue, on a pu parfois observer qu'il y avait un a priori sur le fait que le plurilinguisme pourrait être un handicap sur les apprentissages. C'est-à-dire que tant qu'on ne maîtrise pas parfaitement la langue française, bien, on était empêché dans les autres apprentissages. Et donc cet a priori-là, l'idée c'était aussi de le faire tomber et de faire prendre conscience finalement qu'à partir d'une démarche plurilingue, bien, ça constituait vraiment un atout à la fois éducatif et pédagogique. Il faut savoir que pour que quelqu'un entre dans une langue de scolarisation autre que sa langue maternelle, il doit étudier la langue maternelle. Le niveau de compétences linguistiques des deux langues vont être liés les unes par rapport aux autres. Donc ici, finalement, très rapidement, on a une vraie problématique. Comment enseigner dans une langue de scolarisation qui n'est pas la langue, finalement, première d'une grande majorité d'élèves. Voilà, donc ça pose une problématique pédagogique très spécifique. J'ai voulu participer, mais d'une façon naturelle. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes élèves apprennent à chanter en français. Ils utilisent le français, l'anglais, l'espagnol et le basque en chant. L'année dernière, avec 4 autres collèges, on a décidé de faire un concert avec 150 élèves. De faire un concert avec les langues minorées de l'Hexagone, c'est-à-dire l'alsacien, le basque, le catalan, le breton, le corse. Et c'est une expérience extraordinaire parce que par le biais du chant est bien plus sympathique. Hein. Disons que le plurilinguisme est tellement naturel chez nous, surtout pour les enfants qui parlent comme moi je l'ai fait, 3 langues depuis le début, ça ne pose même pas un problème. Et je ne sais pas vraiment en quelle langue je pense. Je pense que je pense dans la langue qui m'entoure. D'autant plus que dans ce collège, on accueille beaucoup d'élèves qui parlent énormément de langues différentes. Donc ça me paraît évident de partir de ce qu'ils connaissent, de leur environnement pour les amener à parler ou les chocolats ou le français. Et en plus, ce que je vis, moi, dans mon association, avec toutes les personnes qu'on rencontre, avec toutes les langues rencontrées, oui, il y a un écho entre ce que je vis dans mon association et ce que je vis ici au collège. J'y ai vu une façon de valoriser les capacités, les connaissances des élèves, en s'appuyant sur ce qu'ils maîtrisent, leur langue. Également valoriser les élèves qui ont choisi des filières un peu plus exigeantes, comme la filière bilingue basque ou internationale, puisqu'ils ont plus d'heures de cours. Donc on sait que les efforts qu'ils fournissent d'un point de vue linguistique sont payants. J'ai vu également une façon de sensibiliser les collègues à la différence de notre établissement, en particulier de notre établissement, mais sensibiliser également nos autorités de tutelle, que ce soit locales. L'inspection académique à Pau est assez éloignée, le rectorat à Bordeaux également, et pourquoi pas le ministère, de se rendre compte vraiment de la différence des publics que nous avons. Alors, on parle souvent de la différence sociale, mais c'est vrai que les différences linguistiques ont leur importance, nous, dans notre métier ici en Daille.
étant engagé depuis quand même plusieurs dizaines d'années dans la filière bilingue basque, mais n'enseignant pas qu'en basque, étant hispanophone aussi, c'est vrai que personnellement, je me suis senti concerné, étant habitant de ce territoire. Et puis, il m'a semblé également que pour la cohésion des équipes pédagogiques, et puis pour moi-même, pour mon métier, c'était une façon de voir mon métier d'une façon différente. Alors, l'idée de faire intervenir des chercheuses, eh bien, en s'intéressant à cette problématique plurilingue, je me suis intéressé aux travaux de recherche en sociodidactique et très rapidement, bien, cette approche m'a séduite et m'a paru intéressante puisque l'idée était de partir de ce qu'étaient les élèves, de partir de ce que sont les élèves, de leur identité plurilingue justement, et à partir de ce qu'ils sont, à partir de leur vécu, de leur histoire, de leur propre identité, eh bien, s'appuyer dessus pour développer les apprentissages. En s'intéressant à la sociodidactique, très rapidement, eh bien, j'ai essayé de solliciter les deux expertes, deux chercheuses, Maria Grispaille et Valeria Pérez-Villa, qui très gentiment ont très vite répondu et ont été tout de suite très intéressées par la situation andaïaise et l'idée de travailler en concertation avec les équipes enseignantes du collège. Ce que je recherchais avant tout dans l'apport de ces deux chercheuses, c'est évidemment leur expertise universitaire, leur analyse de la situation, un regard extérieur qui nous permettent à nous, équipe éducative et pédagogique, d'avoir un certain nombre de pistes de réflexion sur la question et puis d'ancrer vraiment notre démarche sur les savoirs universitaires. Pour accomplir ce que j'appellerais notre mission, nous avions au moins 3 choses importantes à faire. D'une part, faire s'exprimer, c'est très important dans une recherche-action avec des acteurs de terrain, des résistances, c'est-à-dire savoir si les gens n'étaient pas d'accord avec nos propositions. Et nous connaissons bien sûr ces résistances qu'on entend partout dans tous les pays du monde. Par exemple, quand j'enseigne une langue, on m'a dit de parler uniquement cette langue avec mes élèves. Ou bien, je suis d'accord avec ces idées, mais je n'ai pas appris, on m'a pas formé comment faire. Ou bien, mais si j'écoute toutes les langues des élèves, est-ce que je vais pas perdre du temps? Est-ce que je vais arriver au bout de mon programme? Bref, tout ça, ce sont de vraies questions d'enseignants, entre autres, et il faut que la recherche puisse leur répondre. Mais il y a déjà des réponses dans le collège. Donc la deuxième chose, c'était de mettre en valeur ce que les enseignants font déjà dans leur classe, ce qu'on appelle le déjà là, mais ils le font souvent un peu en catimini. Ils le font en douce parce que leur formation leur a dit de ne pas mélanger les langues dans la classe, par exemple. Et nous, avec la recherche, nous voulions leur donner une espèce de caution, de garantie scientifique. Pour atteindre ces 3 objectifs, nous avons utilisé 3 voies de travail. La première était de faire optimiser dans les classes ce qui existait déjà pour que les enseignants apprennent systématiquement, pour ceux qui en avaient envie, bien entendu, et qui étaient volontaires, à passer d'une langue à l'autre et même en tirer parti sur le plan des apprentissages, des connaissances, des savoirs sur les langues ou bien dans leur discipline, on le verra plus tard. La deuxième, c'était d'aider, après les enseignants ou le personnel, les élèves eux-mêmes à intégrer dans la classe pour mieux apprendre les langues qu'ils côtoient dans leur vie, de façon à ce que ça ne soit pas un obstacle ou un frein, mais un avantage pour eux, à la fois pour apprendre et pour communiquer avec leurs camarades. Et la troisième chose, qui est plus didactique pour employer un mot de la recherche, c'était de développer chez tout le monde, pas obligatoirement chez les enfants, mais chez tous les personnels aussi, ce qu'on appelle des compétences plurilingues, c'est-à-dire des compétences qui consistent, je donne quelques exemples, à passer avec fluidité d'une langue à l'autre, ou à savoir traduire à quelqu'un qui comprend
comprend mal un propos qui a été dit par une troisième personne, on appelle ça de la médiation, ou bien à simplifier un propos parce qu'il n'a pas été compris s'il était exprimé en termes compliqués, ou bien spontanément et de plus en plus couramment à comparer des langues, à comparer des formulations, avoir des ressemblances, des différences, des faux amis. Tout cela, ce sont de vraies compétences que tout le monde d'ailleurs utilise spontanément dans sa vie quand on rencontre quelqu'un qui parle une autre langue, mais que l'école pourrait systématiser de façon à donner des outils pour plus tard faire des citoyens, on peut rêver, plurilingues et donc plus tolérants à l'autre. Donc nous, l'idée, comment entrer dans un questionnement autour de cette problématique. On trouvait intéressant de faire venir des chercheuses, parce que c'est des chercheuses qui sont spécialisées en sociodidactique des langues. Et c'est intéressant parce qu'elles ont une étude didactique de la langue, mais en même temps une vision sociologique. Je vais te donner un exemple pour expliquer. On sait par exemple que même sur la langue française, par exemple, vous avez plusieurs élèves francophones, voilà. La langue française que vous parlez chez vous n'est pas la même que la langue que vous apprenez à l'école. C'est-à-dire que l'environnement social a une influence, finalement, la compétence linguistique de l'enfant. Et il faut savoir que la langue de scolarisation, c'est une langue qui finalement va être un marqueur très important de l'origine sociale des enfants. Donc l'aspect sociologique est très important aussi dans l'approche de la langue. Et nous ensuite, ce qu'on voudrait faire après ce projet Cardi, c'est mener une vraie réflexion où finalement on essaye de construire des outils didactiques et pédagogiques spécifiques à notre contexte linguistique, mais où, voilà, notre langue de scolarisation, qui est la langue française, comment on va pouvoir finalement travailler avec les élèves malgré ces difficultés linguistiques. Donc ça demande de travailler sur la représentation des enseignants, ça demande aussi d'avoir une analyse différente des erreurs, des difficultés, voilà. Et surtout de montrer que finalement ce n'est pas un frein pour entrer dans les apprentissages. Au tout départ, je veux dire que l'élément déclencheur, c'est la présentation de Marielle Rispail. C'était en fin d'année, fin juin ou début juillet, pour préparer la rentrée scolaire suivante. Et donc la direction avait fait venir Madame Rispail, et elle nous a fait 2 heures de conférence, je pourrais dire entre guillemets, mais il y avait des échanges après, autour des langues. Et ça a été un peu l'élément déclencheur parce que ça a été un véritable coup de cœur, d'ailleurs je lui avais dit après, parce que ça m'a ouvert les yeux. Je pense que les yeux étaient prêts à être ouverts, on va dire, mais elle m'a aidé à les ouvrir encore plus grands. Et dès le lendemain, d'ailleurs, voilà, j'ai acheté son livre et l'arc-en-ciel de nos langues, où vraiment il y avait cette notion de réflexion sur la langue. Qu'est-ce que la langue? Quelles sont les langues? Ensuite, quel est le lien entre les langues et la culture, les langues et l'identité? Et c'est vrai que c'était des questions que je m'étais pas forcément posées. Et on arrivait à des choses quand même qui étaient de l'ordre presque de l'humanisme, parce que finalement, on dérivait entre langue, culture, identité et accueil. Voilà. Et là, on va dire que ça fait écho avec le contexte du collège qui est transfrontalier et où il y a beaucoup d'élèves qui parlent différentes langues, où il y a une section UPE2A également. Et donc là, en fait, l'association entre cette intervention, le contexte, c'était un terreau assez fertile pour que je m'engage dans le projet. Outre ce travail dans les classes, avec les personnes qui acceptaient, qu'on les observe, qu'on commente leurs cours, etc. Nous avons fait quelques enquêtes. Je vous donne quelques exemples des représentations que nous avons voulu vérifier. Par exemple, que faire des langues minoritaires dans un collège de l'enseignement public? Est-ce qu'on doit en tenir compte ou pas? Ou bien est-ce que les 40% au moins d'élèves qui parlent espagnol dans le collège sont en difficulté à cause de cette langue familiale ou pas? Ou bien, que pensent les élèves, par exemple, des langues qu'ils côtoient? Qu'en disent-ils? Est-ce qu'ils souhaiteraient être monolingues, maîtriser mieux une autre langue? Ou bien, au contraire, est-ce qu'ils sont heureux de ce plurilinguisme de leur vie? Et que faire de ce plurilinguisme dans les classes? Voilà, ce sont des questions auxquelles nous avons voulu répondre parce qu'elles donnent lieu souvent à des discours très stéréotypés mais jamais prouvés, et la recherche peut apporter quelques réponses à ces questions
pour en faire un savoir commun et une culture commune du collège. Nous avons ainsi travaillé en 2 phases. Nous avons donc fait des entretiens avec les enseignants. Nous avons fait poser des questionnaires aux enseignants et au personnel, ainsi qu'aux élèves. C'est cela que nous avons présenté en fin de première année, avant de passer à notre 2e phase. Sur le plan éducatif et pédagogique, grâce aux personnes qui se sont spontanément investies, que ce soit en classe ou en dehors des classes, plusieurs projets issus d'initiatives individuelles ou collectives ont animé l'espace de vie. Les classes, le foyer, la cantine, le CDI, les couloirs d'établissement. Dans tout le collège, on a voulu faire savoir aux usagers et visiteurs, parents, élèves extérieurs, qu'ils et elles entraient dans un espace de dialogue des langues. Ce mot me fait penser aux origines de chaque pays et à leur façon de parler. Je pense à tous les pays du monde. C'est une porte qui s'ouvre quand tu apprends une langue. Je viens avec mon père et en français avec ma mère. J'ai le français, le basque et très peu l'espagnol. Chez moi, je parle avec ma mère et mon père en français et avec ma belle-mère en basque et en espagnol. Avec mes grands-parents, je parle le basque. Avec ma mère en français, avec mon père en espagnol et français avec ma sœur et avec mon amachi en espagnol. Et puis concrètement, par exemple dans ma discipline, ça a pu être déjà des choses assez générales comme essayer de m'appuyer davantage sur la langue parlée des élèves. Et puis essayer de faire un peu plus de ponts. Alors j'ai pris un exemple, par exemple ici quand on travaille en 5e sur la pyramide alimentaire, au lieu de faire une pyramide classique tout en français, eh bien, selon les faces, les élèves, ils ont fait en basque, ou bien en anglais, en français aussi, en espagnol. Voilà. Donc il y avait différentes langues pour faire les ponts entre. Et on allait un petit peu plus loin que ça, si je prends cet exemple-là. On allait un petit peu plus loin, c'était aussi dans l'alimentation, pour casser les stéréotypes aussi. C'est-à-dire, évidemment, en Espagne, on va manger gras le matin, etc. En France, ça va être la baguette de pain ou le camembert. Voilà. Et à travers tout ça, on a essayé de casser un petit peu les stéréotypes. Alors, Mix & Cook, c'était des podcasts sur des recettes du monde entier, mais on avait cherché quelles étaient les langues parlées dans ce groupe de 5e 1 et les langues régionales aussi. Et donc on travaillait donc avec le professeur documentaliste, donc elle s'occupait de tout ce qui était podcast. Moi je m'occupais au niveau de l'anglais, du vocabulaire, de la prise de parole à l'oral. Et ça s'est très, très bien passé. Bienvenidos a Radio Irandas. Bienvenue sur Radio Irandas. Welcome to Irandas Radio. Marhaban sur Radio Irandas. D'où vient ta recette? Ma recette vient du Cameroun et du Mali. Pourquoi l'as-tu choisie? Je l'ai choisie car elle me rappelle les origines de ma famille. Mes parents sont nés au Cameroun. Souvent, ils ont fait des choix en fonction de leur affinité culturelle ou de leur famille. Et ils devaient, pour la partie historique et géographique, trouver des informations sur l'origine de la recette, etc. Et maintenant, peux-tu nous en dire plus sur l'histoire de ta recette? La sauce d'arachide est une sauce d'origine du Mali en Afrique. Les peuples mandingues et bambara du Mali sont à l'origine du massé, mais il est rapidement devenu populaire au Sénégal, Cameroun et Gambie. Merci Anaël de nous avoir présenté ta recette, la sauce d'arachide. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Gracias, thank you. Gracias. Le 6e E vous présente le tour du monde en recettes. Pendant la première année, on a proposé un travail sur les consignes à expliciter, traduire et à comparer en plusieurs langues avec les enseignants d'abord. Ensuite, la même procédure a été proposée aux élèves pour qu'ils et elles ne soient pas arrêtés linguistiquement par une formulation qu'ils auraient mal comprise et qui les empêcherait de réaliser une tâche qu'ils ont les capacités d'accomplir. Puis, dans cette mouvance de la comparaison entre les langues, nous avons insisté sur les proximités et distances entre les langues connues et de l'école qui peuvent être véritablement une base de travail avec les élèves dans les domaines comme le lexique, dans le choix du vocabulaire,
la prononciation et la syntaxe, l'ordre des mots dans la phrase, et enfin la grammaire aussi. Avec un 6e par exemple qui est quasi allophone et qui a des difficultés, on va dire, scolaires et sociales. Et il semblait un petit peu perdu dans le monde du collège. Et en accompagnement personnalisé où il y a un peu moins de monde, cet élève venait d'Italie, donc parlait italien, mais quasiment pas un mot de français. Et le fait d'avoir fait un travail sur, justement, qu'on a appelé avec les collègues langue avec un S et culture, de faire le pont avec les deux. Lui, il faisait un exposé sur un être vivant, il fallait qu'il fasse un exposé comme tous les autres élèves, un être vivant dans la littérature. Comme ça, on accrochait à la fois la SVT, mais aussi la culture littéraire. Et lui a choisi un être vivant sur lequel il était vraiment intéressé, et il a fait tout l'exposé en italien. Parce qu'en français, ça bloquait. Et une fois qu'il a fait l'exposé en italien, il a traduit quelques phrases en français. Et ensuite, il s'est aidé de logiciel numérique et il nous l'a présenté à l'oral, en français, grâce à tout ce travail-là. Et on l'a senti fier. Moi, je me souviens par exemple, d'un jour où on a traduit en espagnol un mot anglais, par exemple. Et donc, en fait, la charge cognitive est descendue et une élève qui sourit jamais s'est mise à sourire parce qu'enfin, voilà, elle avait compris. C'est quelqu'un qui qui avait du mal à participer en cours. Donc, voilà, des choses comme ça. Si je l'avais vécu, clairement, parce que comme je parlais espagnol, je suis donc professeur d'anglais, mais comme je parle espagnol, notamment sur les aspects de grammaire, j'expliquais les notions en français, mais ensuite en espagnol, et je voyais qu'avec les élèves hispanophones, il y avait une rapidité d'apprentissage qui était claire et nette. Donc je l'avais vu, mais étant donné que le collège se trouve en France, je ne me permettais pas trop non plus de jouer et de faire des cours entre ces deux langues, entre le français et l'espagnol et bien entendu l'anglais. Là, grâce au projet, disons, je me laisse un peu plus de fluidité entre ces trois langues. On privilégie bien entendu l'anglais, mais en termes d'aide à la compréhension, je joue entre le français et l'espagnol. Et je vois qu'il y a une vitesse d'acquisition qui est là, et clairement ils apprécient. Les élèves, tout simplement, ils apprécient. Ils se sentent plus... Il y a une agilité qui est là, qui n'était peut-être pas là autant avant. Tout à fait. Alors moi, comme j'enseigne aux élèves qui ont déjà fait du bilingue basque en primaire, ça, je le percevais, je sais que les études le prouvent aussi, mais c'est vrai que là, ça m'a permis de réaliser d'autant plus et surtout d'ouvrir aussi cette pratique à d'autres langues. Mais c'est vrai que oui, pour les élèves qui sont déjà bilingues, et ici souvent ils sont trilingues, voire plus, il y a une facilité à passer d'une langue à une autre pendant le cours qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils écoutent le cours en basque, ils travaillent sur un document en français, ils s'expliquent les choses en espagnol et ils vous répondent en basque. Au départ, j'avais tendance à préparer, par exemple, on avait un cours sur la cellule. Alors en amont, moi, j'étais allé chercher le mot cellule en espagnol, en basque, en français, en anglais, etc. Le noyau, la membrane, le cytoplasme, vraiment le côté lexique. Bon, ça fonctionnait, hein, mais finalement, c'était trop descendant. Donc j'ai changé un peu d'optique au cours de l'année et maintenant, j'essaye de m'appuyer davantage sur le savoir des élèves parce que finalement, ils en savent beaucoup plus qu'on ne croit. Et on essaye de faire des ponts avec ce qu'ils disent. Et par exemple, pour le noyau de la cellule, il y a eu nucléo, mais il y a eu centro. Donc finalement, ah oui, on est allé voir un pictogramme du centre-ville, par exemple, peu importe. Et finalement, on voit en effet que c'est un petit point qui est au centre de la ville. Donc on a fait des ponts aussi avec le reste. Et c'est plus en m'appuyant maintenant au niveau du lexique sur les élèves. Et j'ai trouvé que le fait de libérer aussi leur langue,
de libérer la langue, de laisser la possibilité à l'élève de s'exprimer dans sa langue, ça libérait aussi sa pensée. Pendant la deuxième année, pour répondre à une demande des enseignants et à leur inquiétude face à l'écrit, nous avons proposé un projet interdisciplinaire qui était basé sur la prise en compte du plurilinguisme, son exploitation didactique et le travail interlinguistique. Et tout ça a été précédé par une analyse des écrits des élèves dont parlara Marie Rispail. Donc, nous avons entamé un projet collaboratif sur l'écrit plurilingue et interdisciplinaire en nous inspirant d'un projet réalisé à l'Université de Bologne. Avec Éric Dispignon, nous avons relu les programmes pour la classe de 5e en recherchant un thème fédérateur pour favoriser le décloisonnement des apprentissages, ce qui est aussi préconisé dans les textes officiels, et pouvoir ainsi articuler les enseignements des langues et des autres disciplines telles que SVT, histoire, géographie, etc. Notre proposition interdisciplinaire sur l'écrit se basait sur un principe fort. Oui, alors on a démarré d'un texte qui a été étudié en français tout d'abord, et ensuite nous en SVT, ce qu'on a essayé de faire, c'est tout le côté scientifique d'un tremblement de terre et d'un volcanisme, voilà. Et ensuite, en histoire géo, ils ont essayé de situer Lisbonne et son contexte historique essentiellement, et géographique aussi. Et puis en langue, à partir de ce texte-là qu'ils avaient bien compris à partir des expérimentations en SVT et en histoire, ils ont essayé de le traduire en plusieurs langues. Alors moi j'ai trouvé que sur cette séance-là, en donnant le choix aux élèves d'utiliser la langue qu'ils voulaient, ils sont entrés dans les apprentissages beaucoup plus rapidement. Dès qu'ils ont eu le choix, forcément ils se sont lancés dans l'activité, ils étaient très contents d'utiliser la langue qu'ils souhaitaient, ils ont même fait plusieurs mélanges, etc. Et je pense que comme une langue c'est une identité, le fait qu'ils aient le choix d'utiliser la langue qu'ils voulaient faisait en sorte qu'ils étaient pris en compte aussi dans leur identité. Et donc ils étaient très fiers d'utiliser plusieurs langues, qu'ils maîtrisent souvent bien mieux que moi. Et ça c'était une très grande richesse. Le texte de Voltaire, donc il a écrit sur le tremblement de terre de Lisbonne. Avec 2 classes de 5e, j'ai monté des cours de la manière suivante. On a d'abord fait un travail sur le lexique dans les trois langues, en français, en anglais et en espagnol. Et on est arrivé à des conclusions donc, sur l'étymologie des mots. Un mot tout simple comme victime en anglais, victimas en espagnol et victime en français. Donc clairement les racines sont les mêmes. Ensuite, nous avons regardé une vidéo donc pour ensuite commencer à rentrer dans le vif du sujet, non seulement sur les tremblements de terre, mais ce tremblement de terre concrètement. Et nous avons étudié ce qui s'est passé lors du tremblement de terre, et puis en mettant en application les mots qu'on avait vus dans la lexique, donc à l'oral. Et ensuite, 3e phase, nous avons étudié donc une traduction d'un extrait du texte de Voltaire. Et il fallait faire donc des exercices de différentes sortes, parfois remplir des trous, parfois traduire complètement des lignes, des phrases entières, différents exercices. Ça m'a motivée, ça m'a donné très envie, vu la réaction des élèves, de concevoir mes cours autrement et si possible de manière plus régulière, fréquente et standard en fait, introduire l'espagnol et qu'on ait comme langue de référence aussi l'espagnol, voilà, et ne pas le faire comme si ça n'existait pas ou le garder un peu à l'écart et jouer entre le français et l'anglais. Il
est important de dire que le cas d'Andaï, présenté au début du documentaire comme un contexte plurilingue et transfrontalier, ainsi que l'objectif que nous nous sommes donné au Collège Irandaz de passer d'un multilinguisme au niveau macro de l'établissement à un plurilinguisme au niveau micro et individuel assumé par tous les acteurs et les actrices ainsi que par les élèves ne sont pas uniques. Ce contexte peut donner des idées sur les actions possibles à faire connaître, comparer, développer, envisager de manière collaborative dans des contextes semblables ou similaires, là où il y a rencontre des langues dans la société et à l'école, que ces langues soient dites de la migration, d'usage familial ou régional. Je pense qu'il faut prendre conscience d'abord du fait que parler plusieurs et pratiquer plusieurs langues, c'est une richesse. Je pense que ça, il faut l'avoir en tête d'abord pour être motivé ensuite pour leur faire développer ces pratiques-là. Voilà, dans un premier temps, ça peut paraître un obstacle ou alors des difficultés de pratiquer plusieurs langues parce que ce qu'on entend souvent, c'est qu'il n'y en a pas une de bien maîtrisée. Mais finalement, je pense que à la longue, ils arriveront au lycée, puis plus tard. Et je pense qu'une langue, ça se travaille et ça se maîtrise peut-être un peu plus tard qu'au collège. Donc, je pense que plus tard, moi, c'est en tout cas mon expérience, je pense qu'arriver à 20 ans ou 25 ans, on maîtrise toutes les langues plutôt bien. Et à ce moment-là, c'est une richesse. Les premiers résultats du projet collaboratif réalisé à Irandaz sont très prometteurs et nous confortent dans plusieurs de nos idées de départ. Alors, tout d'abord, la sensibilisation au plurilinguisme est un maillage entre tous les acteurs et actrices d'un établissement qu'il faut construire, mais aussi avec les parents que nous avons contactés en début de projet, mais avec qui nous n'avons pas eu le temps de travailler. Ensuite, les élèves vivent sereinement et naturellement leur plurilinguisme à l'image de ce que nous avons vu au début du documentaire dans les classes. Puis, les enseignants expérimentent déjà dans les classes le mélange des langues, mais parfois ils n'osent pas le dire et parfois ils n'ont pas véritablement de méthode. Mais ils sont prêts à se lancer dans de nouvelles aventures plurilingues et souvent ils ont besoin de se sentir soutenus, formés et encouragés, même au niveau institutionnel. Je dirais que c'est important en fait de comprendre les différences culturelles des personnes qui se présentent dans les établissements scolaires parce que sans ça on ne peut pas comprendre complètement les situations et on pourrait peut-être juger alors que finalement justement il faut qu'on soit vraiment hors jugement pour pouvoir accompagner ces familles au mieux et leur donner aussi la confiance, leur montrer qu'on est là pour les aider et pour les accompagner aussi dans cette scolarité, dans ce pays finalement dont la langue est inconnue pour eux. Comment j'entre dans les différentes cultures portées par l'ensemble de ces langues pour finalement avoir déjà une identité culturelle plus riche et aussi entrer quand même dans une forme de civilisation, entrer dans la littérature, entrer dans la... Cette année, j'ai continué avec cette classe à écrire aussi donc des petites légendes, des petites histoires dans plusieurs langues. Enfin, avec des mots, des phrases en français, en basque, en espagnol. Et ils l'ont fait avec beaucoup de naturel. Et je pense qu'ils en ont retiré... J'aimerais bien qu'ils en aient retiré une culture commune des langues. Moi, je suis contente que ce projet, il est mis au jour dans l'école française, que finalement, dans l'école républicaine française... dans laquelle la maîtrise de la langue française passe par l'acceptation. Oui, l'acceptation et le respect aussi de toutes les langues. Finalement, on arrive et à la maîtrise de la langue française et aussi à la maîtrise d'autres langues pour lesquelles, qui sont des langues du quotidien pour les élèves. Et que l'un n'empêche pas l'autre. Que c'est pas au détriment de la langue française, c'est une richesse pour tous. Voilà.
Thank you.